On est en salle de naissance. Il est 3 heures du matin. T'es arrivé vers 8 heures du soir, pensant être bien au travail. Et puis, les choses avancent, mais tout doucement. La sage-femme, elle entre, puis elle dit calmement: « Je vais rompre la poche, comme ça le travail ira plus vite. » Ton bébé va bien, tu vas bien. Et pourtant, à l'intérieur de toi, dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton corps, tu sens que c'est pas le moment. Même si t'aimerais effectivement que ton bébé arrive, mais du coup tu dis non merci, je préfère attendre. Et là il y a un grand silence. Puis tu sens la tension là. Il y a quelque chose qui vient de basculer. Pourquoi est-ce que c'est si difficile dans ce lieu où on est censé accueillir la vie de simplement dire non? Depuis 3 ans, dans le podcast Sage-Femme Authentique, je fais entendre des voix. Celles des femmes, des familles, des sages-femmes, des naissances vécues. Et cette année encore, je participe au défi J'envoie. Un épisode par jour pour raconter, ressentir, relier. Bienvenue dans Sage-Femme Authentique. Et ouais, aujourd'hui j'ai envie de parler de ce mot si court mais pourtant si puissant, le non. C'est un mot qu'on devrait pouvoir poser calmement, clairement et légitimement, mais qui devient souvent un acte de résistance. Dire non à une recommandation médicale, c'est pas refuser le soin, c'est pas prendre un risque pour le plaisir, c'est juste reprendre la main sur ce qui nous concerne au plus intime, pour soi, pour le bébé. Ce que je vais partager ici, c'est pas un appel à tout refuser, ni à mépriser la médecine et les décisions qui peuvent être prises, c'est juste un appel à la conscience, à l'écoute, et puis à retourner aussi à sa souveraineté. Parce que ce que je vois dans ma pratique, puisque j'entends dans les récits des femmes qu'on accompagne notamment en postpartum, donc qui n'ont pas accouché avec nous, qu'on n'a pas accompagné avant, c'est que beaucoup ont dit oui, alors qu'en fait elles pensaient non. Et c'est souvent ce oui-là qu'on vient réparer parfois des années plus tard. Alors, ce qui est terrible, c'est que en ce moment, on parle énormément du consentement. Je parle beaucoup du consentement avec mes enfants, donc c'est quelque chose dont on a levé le tabou par rapport au droit sur le corps. On dit qu'on doit apprendre le consentement aux enfants. On apprend via des très belles vidéos. J'ai une vidéo qui me vient en tête avec... on explique qu'on ne donnerait pas une tasse de thé à quelqu'un qui n'en veut pas, tout simplement, ou qui te dit oui, mais oh non, finalement, j'en veux pas. Tu vas pas le forcer à boire sa tasse de thé. Quelqu'un qui dort, enfin voilà. Donc en fait, on revient sur le consentement à la base sexuelle, hein, mais avec des images très claires, voilà, pour parler de j'ai le droit à tout moment de dire non. Même si au début j'ai dit oui, en fait après j'ai le droit de dire non. Et bizarrement, dans les salles de naissance, c'est comme si ça n'existait pas. Le consentement, il est souvent fabriqué, il est retiré un peu par habitude. Et puis, j'ai entendu parler aussi de ce consentement tacite, d'accord? Si elle a rien dit, c'est que c'est un oui, c'est pas du tout le cas en fait. Et moi, par exemple, j'ai une patiente, pour sa première grossesse, elle nous expliquait, donc elle venait pour nous pour un deuxième, elle nous expliquait que pour sa première grossesse, tout se passait bien, puis à 40 semaines et 3 jours, on lui a proposé un décollement des membranes. Elle n'a pas envie, elle sent que c'est peut-être pas le moment, mais voilà, comme le discours il est pressant, on lui dit sinon vous risquez un déclenchement, etc. Elle a fini par dire oui. Elle s'est retrouvée avec une tempête, un pré-travail intense, enfin pré-travail en tout cas avec des contractions anarchiques, toute la nuit, toute la journée du lendemain, fatiguée, etc. Et finalement, quand ça s'est réellement mis en travail, elle était exténuée, un bébé qui était fatigué aussi, parce qu'en fait, il s'était aussi eu des contractions qui n'étaient pas vraiment prévues, et une naissance qui a été médicalisée. Et elle dit, j'aurais dû dire non, je le savais. Pourtant, elle n'avait pas les mots, ni l'espace, ni finalement, en fait, l'autorisation, parce que de la manière dont c'était posé, elle a senti que c'était comme une obligation. Elle dit, je savais que j'aurais dû dire non, mais c'était compliqué parce qu'en fait, ils étaient tellement insistants, et puis c'était pour éviter quand même de médicaliser à outrance la naissance, donc j'ai fini par dire oui. Puis, je vous ai déjà parlé aussi de cette patiente qui avait dû être déclenchée, qu'on avait accompagnée à l'hôpital, et puis où l'équipe médicale était hyper pressante pour effectivement rompre la poche, augmenter l'ocytocine, etc. Alors qu'elle disait non. Elle disait non, mais j'ai dit non. On avait une sage-femme qui disait « Ah, vous êtes toujours d'accord pour que je rompe votre poche ?» Elle dit « Mais non, j'ai dit non. » Enfin, c'était compliqué parce que
Rien n'était neutre et elle sentait bien en fait qu'il y avait comme une pression de la part des professionnels pour qu'elle accepte, pour qu'elle aille vers ce que eux avaient décidé. Et j'ai même une sage-femme qui est venue puis qui a dit maintenant ça suffit en fait, c'est un déclenchement. Un déclenchement, c'est un déclenchement, maintenant on doit faire ça. Et je dis mais en fait elle a le droit de choisir, puis si là son bébé va bien, elle va bien, si elle veut encore attendre, elle a le droit en fait. C'était très compliqué. Une autre de nos patientes qui avait fait son frottis de fin de grossesse un petit peu tôt, puis qui avait un peu dépassé son terme. Puis du coup, on avait dépassé de 2 jours la date de validité de son frottis GBS. Donc le GBS, c'est ce petit test qu'on fait pour vérifier qu'il n'y a pas le streptocoque B dans le vagin. Je vous ai refait je vais vous faire un jour un épisode sur ce sujet parce que ça pose beaucoup de questions quand même. Mais donc voilà, là, cette sage-femme, elle est rentrée dans la chambre avec sa poche d'antibiotiques en disant ah mais je suis désolée hein, comme votre frottis date de plus de X semaines, maintenant je dois mettre des antibiotiques. Et en fait si j'avais pas été dans la pièce et que j'avais pas dit mais attendez elle a le droit de dire non en fait, mais elle aurait posé sa perfusion sans poser plus de questions que ça. En fait il n'y avait même pas de questions, c'était juste c'est comme ça, vous avez dépassé de 2 jours la date, tac, je vous mets les antibiotiques, basta. C'est pas neutre en fait, et c'est pas un choix libre. Et toi qui écoutes ce podcast, peut-être que tu as vécu ça, peut-être que tu t'es senti comme ça jugé, infantilisé, peut-être que tu as déjà entendu mais vous n'êtes pas médecin, vous mettez votre bébé en danger. Parfois c'est encore plus insidieux, hein. Le non, il est accepté mais on sent que l'ambiance elle change. Nous ici avec cette histoire d'antibiotiques, la sage-femme m'a dit ah oui bien sûr, mais je dois voir avec le pédiatre et avec le gynéco. Bah va voir avec le pédiatre et avec le gynéco, mais en fait c'est la patiente qui choisit, c'est pas eux. Mais il y a quand même eu un gynéco, puis un deuxième gynéco qui sont venus pour mettre un peu la pression, pour dire, vous savez, c'est important, etc. Oui, mais le frottis, il était négatif, puis en fait, ils ont le droit de dire non, puis enfin, voilà. Il y avait beaucoup de peur d'un côté, puis beaucoup de discours. En fait, je les avais les unes en face de l'autre, et puis je disais, en fait, vous avez juste pas la même attention. Vous avez peur que son bébé s'infecte, elle a peur que son bébé ait des conséquences dues aux antibiotiques. Et vous n'arrivez pas à vous entendre l'une et l'autre. Je pense que quand le non il est accepté, mais on sent parfois un peu que l'ambiance elle change et puis on se sent moins soutenu, moins accueilli. On est un peu testé, on est un peu évalué, on nous regarde un peu de travers, comme si dire non c'était désobéir, comme si dans l'alliance soignant-patient, on avait qu'un rôle normalement c'était d'acquiescer. Alors pourtant la loi elle est claire, hein. Le consentement c'est un droit, c'est pas une faveur en fait, hein. Dans la législation, qu'elle soit belge ou française, il n'y a aucun soin qui peut être pratiqué sans consentement libre et éclairé. Un oui qui est obtenu sous la pression, hein, un peu en mode c'est comme ça, ou alors c'est pour aider, et c'est pour votre bébé, vous voulez pas qu'il arrive quelque chose à votre bébé, etc. Moi j'ai eu des soignants qui m'ont dit pour Catherine qu'il fallait que j'accepte parce que sinon mon bébé risquait de mourir. Et elle allait bien, j'allais bien, il n'y avait rien quoi, hein. Mais donc quand dans l'urgence c'est fabriqué, quand les informations ne sont pas claires sur les risques, sur les alternatives, c'est pas un vrai consentement. Ici, je voudrais juste rappeler 4 critères du consentement qui est valide. Le consentement, il doit être libre. Donc pas sous la menace, pas avec le chantage affectif. Et malheureusement, dans les salles de naissance, on utilise beaucoup le chantage affectif parce qu'il n'y a personne qui prendra des risques pour son bébé. Donc quand on met le bébé dans la balance, il y a beaucoup de gens qui acceptent parce qu'ils disent « Ah bah oui, mais si c'est mieux pour le bébé, effectivement, on va le faire. » Bah en fait, on a fabriqué à nouveau le consentement. Il doit être éclairé ce consentement, ça veut dire qu'il doit être basé sur des informations claires et des informations complètes. Là aussi, c'est pas ce qui se passe dans les salles de naissance parce que la plupart du temps, on te donne des informations pour que tu ailles dans le chemin que j'ai décidé que je voulais que tu ailles. On va pas donner l'entièreté de l'information, notamment quand on parle de la péridurale par exemple, hein. Quand on dit ah oui, il faudrait, si vous voulez un accouchement voix basse pour un siège, comme il y a quand même des risques qu'on doit manipuler, qu'on doit faire des manœuvres, etc., c'est mieux que vous ayez une péridurale. Ok. Mais est-ce qu'on t'explique c'est quoi le risque de mettre une péridurale? Et notamment dans le cas du bébé en siège, etc., le fait de coincer ta position, etc., est-ce qu'on en parle? Non, bien sûr que non. Donc c'est pas éclairé. En fait, quand on raconte que d'un côté mais pas de l'autre, c'est pas éclairé. Ensuite, le consentement, il doit être spécifique pour un soin en particulier. Ça veut dire que c'est pas parce que j'ai dit oui finalement pour qu'on rompe ma poche que je suis d'accord que on remette de l'ocytocine ou qu'on utilise une ventouse ou je ne sais quoi.
ou qu'on on fasse une épisiotomie, hein, parce qu'il y a très souvent, ça c'est pas du tout discuté, c'est même pas dit clairement, hein. On avait une patiente qui disait, une gynéco qui disait juste «Ah, à la prochaine poussée, je vais aider un petit peu plus». Mais elle a pas dit qu'elle allait couper le périnée, hein. Ensuite, ça doit être réversible. Le consentement doit être réversible. Ça, on le dit tout le temps quand on parle du consentement sexuel, en mode je peux avoir envie, me frotter à toi, etc. Et finalement, à la fin, dire ah non, 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 en fait, je veux pas. C'est ok. Mais quand on parle de suivi de gynéco, d'accouchement, c'est comme si on n'avait pas le droit. Mais en fait, on peut changer d'avis à tout moment. Elle peut être avec sa râpe, donc avec son petit outil pour pouvoir rompre la poche, être à l'intérieur du vagin, être prête à rompre la poche et qu'on dise ah non, 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 finalement, je ne veux pas. On a droit. D'accord? Pourquoi on dit non? C'est perçu comme une transgression. Parce que le système médical y repose encore sur une logique pyramidale, celui qui sait et celui qui suit. Même si les discours ils évoluent, les pratiques, je pense qu'elles restent quand même parfois très directives. Et derrière chaque non, finalement, les soignants ils peuvent se projeter de la peur juridique, le sentiment de perdre le contrôle, et puis l'idée que la patiente elle doute d'eux, que voilà. Sauf que c'est pas personnel, mais c'est souvent vécu comme un rejet. Pourtant, refuser un soin, c'est pas refuser la relation, c'est juste vouloir co-construire et décider pour soi-même. Alors finalement, comment dire non? En fait, ce qui est important, c'est de se dire que il y a des petites phrases clés comme ça, hein. Est-ce que c'est une urgence? Ça permet quand même de faire la part des choses, de dire est-ce que c'est vraiment urgent qu'on fasse ça? Est-ce qu'on peut encore attendre un petit peu ou pas? Je parle notamment par exemple de la césarienne, hein. Parfois ça va être vraiment urgent médicalement et en fait limite vous le savez déjà, vous le sentez déjà, la voulez déjà la césarienne. J'ai beaucoup de mamans qui disent ça. Moi j'étais au point où je la voulais moi-même la césarienne. Est-ce que je vous dérange, mais je voudrais un petit peu de temps pour réfléchir, d'accord? Quelles sont les alternatives? Est-ce que ce soin il est recommandé ou est-ce qu'il est obligatoire? Ou alors par exemple je me sens pas prête, je souhaite attendre. C'est important. Et vous savez, je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes de l'outil Brain. Avant de prendre une décision, pose-toi ou demande aussi à ton accompagnant, ta sage-femme ou alors le soignant qui t'aide à répondre aux questions avec les 5 lettres de l'anagramme Brain. B pour bénéfice. Quels sont les bénéfices de cette intervention? Ensuite, R pour risque. Quels sont les risques à court, à moyen et à long terme? Parce que par exemple, on banalise certains actes, mais qui peuvent avoir des conséquences à long terme. Ensuite, le A pour alternative. Est-ce que finalement il y a d'autres options? Est-ce qu'on peut faire d'autres choses pour aider mon bébé, pour m'aider moi? I pour intuition. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, dans mon cœur? Souvent les mamans, elles parlent de ce qu'elles ressentent hein, dans leur ventre, etc. Si c'est juste ou si c'est pas juste, si ça demande à être réajusté ou pas, etc. Et le N pour ne rien faire. Si on faisait rien, qu'est-ce qui se passerait? C'est un outil qui est tout simple, euh, qui peut te permettre à toi, à ton partenaire, de prendre le temps, de garder en tête comme une boussole, parce que on oublie souvent que rien faire, par exemple, c'est aussi une option. Parfois, l'attente, l'observation, le silence, finalement, c'est les meilleurs alliés du soin. J'en avais parlé dans un épisode de podcast, qui était l'épisode 124 sur les décisions médicales en salle de naissance. Est-ce que vous êtes vraiment informés? Et puis, j'avais aussi déjà parlé de cette réflexion autour des protocoles et du consentement sur l'épisode 165, qui était non, un protocole ne vaut jamais plus que le consentement d'une femme. Et je vous remets le lien dans la description de l'épisode, les 2 épisodes dont je viens de vous parler. Donc, je pense que le fait de dire non, et comme je vous disais, de comment dire non, des outils concrets aussi pour réfléchir avec l'outil Brain, etc. C'est important de se rendre compte que c'est hyper important de se faire accompagner avant, aussi pour avoir les outils de compréhension de ce qui va se passer pendant, et puis d'avoir un témoin, d'être préparé, d'avoir une personne qui est à côté de vous, qui est au clair avec vos souhaits et avec ce que vous refusez et pourquoi vous le refusez. Donc c'est aussi pour ça que pendant les préparations à la naissance, c'est important que le coparent, le compagnon, la compagne soit présent pour pouvoir avoir les outils de compréhension de ce qui va se jouer ce jour-là et de comment est-ce que il ou elle peut devenir vraiment la gardienne gardienne de votre sécurité émotionnelle, physique, affective. C'est vraiment hyper important. Dire non maintenant, ça veut pas dire jamais. Ça veut juste dire maintenant, pas comme ça. En fait, j'ai juste le temps, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de prendre le temps. Ce que je vois à la bulle, c'est que c'est un espace où on se fait confiance, où on peut créer un lien de confiance et que quand il se passe quelque chose, on n'a pas à chercher à convaincre. Et
Et en fait, les patientes, elles ont le droit de dire non sans que ce soit remis en cause et sans qu'on le prenne pour nous-mêmes. Parce que l'avantage, c'est qu'on connaît leur histoire, on connaît parfois leurs peurs, et post-poser une décision, post-poser quelque chose, si tout le monde est en sécurité, pourquoi est-ce que c'est pas possible? Et j'en reviendrai même à, je vous ai parlé dans un épisode il y a quelques jours, de cette patiente où j'ai dû être beaucoup plus intrusive que d'habitude, où j'ai dû être de plus manager la naissance, etc. Et où moi, c'est venu me chercher très loin. Et puis cette patiente, je lui ai dit, a posteriori, je lui ai dit, comment est-ce que tu as vécu cette naissance? Et elle m'a dit très bien, parce que tu m'as parlé tout le long, tu m'as expliqué ce que tu faisais, c'était ok, j'étais ok avec ça. Ah. Une patiente qui se sent respectée, même quand elle refuse potentiellement, hein, elle aura plus de chances de coopérer pleinement si la situation elle évolue. Donc autant les écouter entièrement et pleinement. En tant que soignant, on doit prendre conscience que quand elles disent non, c'est pas contre nous, c'est pour elle, c'est pour son bébé. Et qu'elle a le droit, en fait, de préserver cette bulle, de préserver sa sécurité à elle, parce que c'est la moindre des choses finalement. Et que plus nous on respectera ça, plus on aura de chances de bien coopérer avec elle. C'est exactement ce qui se passe à la maison de naissance. Je sais que par exemple, j'ai une étudiante qui était revenue vers moi sur une situation. On avait une femme qui a eu une dystocie des épaules alors qu'elle était dans la piscine. Donc c'est le truc qui fait extrêmement peur à l'hôpital et qui fait que très souvent on dit ah non 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 pas d'accouchement dans l'eau parce que si jamais il y a besoin d'intervenir, on ne sait pas intervenir parce que vous êtes dans l'eau quoi. Oui. Sauf que là moi j'ai été claire avec ma patiente. Elle m'a dit non il vient pas. Je lui ai dit ok. Prochaine contraction tu donnes tout ce que t'as. Si bouge pas, je veux que tu sortes de l'eau. J'ai été claire, j'ai été nette, j'ai été précise et comme le lien il était là puis qu'elle savait l'urgence qu'il y avait. Elle a poussé un petit peu, elle a même pas attendu la fin de sa contraction, elle a senti que le bébé avançait pas, elle est sortie de la piscine, mais très très vite. Alors, la piscine, c'est pas rien, c'est quelque chose qui est quand même assez volumineux, il faut monter ses jambes très haut, etc. Elle avait la tête de son bébé entre les jambes, elle n'a pas bronché, elle a sauté limite hors de la piscine pour se mettre en position, pour me permettre d'agir et de faire les manœuvres qui étaient nécessaires pour aider son bébé à sortir. Quand on respecte les femmes, elles coopèrent pleinement et entièrement. Si tu es une future maman ou si tu accompagnes les femmes, parce que tu es sage-femme, parce que tu es doula, parce que tu es gynéco, souviens-toi de ceci. En tant que femme, tu as le droit de dire non, tu as le droit de ralentir, tu as le droit de poser des questions, tu as le droit de demander du temps, tu as le droit de suivre ton intuition, tu as le droit d'exister pleinement dans la salle de naissance. Et si tu es sage-femme, si tu es gynéco, rappelle-toi que quand elle dit non, c'est pas contre toi. Quand elle dit non, elle essaye de se respecter elle-même. Elle est en train de vivre un tsunami énorme. Elle est émotionnellement à cran. Elle est dans un moment où elle est ultra vulnérable. Ne prends pas le pouvoir sur elle parce qu'elle est vulnérable. Parce que c'est là où ça devient violent, c'est là où ça devient traumatique. Parce qu'on a pris le pouvoir sur les femmes. Et toi, t'as le pouvoir de juste respecter. Et si jamais c'est réellement urgent, de poser les mots suffisants pour qu'elle prenne conscience de la nécessité de poser l'acte que tu voudrais poser, mais jamais sans son consentement entier et plein. Je rappelle que pour les sages-femmes, la communauté ouvre dans 3 jours, donc je remets en lien dans la description de l'épisode le petit formulaire pour pouvoir se préinscrire et pour pouvoir recevoir le 15 le mail de bienvenue, viens t'inscrire, ça y est, les portes sont ouvertes, dans le lien de la description de l'épisode. Et puis je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Si jamais il vous a parlé, merci de le partager parce que vous faites voyager ce podcast et que c'est comme ça qu'il est découvert par des personnes qui en ont besoin. Donc merci à vous de faire ce travail de fourmi, de partager, de faire en sorte que ce soit découvert. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien.